Alors c'est vrai que c'est un sujet dont parlent essentiellement les médias anglo-saxons. Effectivement, le Pledge Share Financing, une pratique, encore une fois, qui a consisté pendant quasiment toute l'année dernière en Chine, aux banques chinoises, aux courtiers chinois, à prêter en contrepartie, en prenant en gage, en contrepartie des actions. Est-ce qu'il y a lieu ou pas de s'inquiéter? On en parle avec Xavier Timbaud. Bonjour Xavier. Bonjour David. Économiste et directeur principal de l'OFCE. Alors encore une fois, c'est un système, une technique, une pratique, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui a pris de l'ampleur l'an dernier en Chine. Beaucoup d'articles ont été écrits, encore une fois, notamment dans les médias étrangers, très peu en France. Le principe, encore une fois, au-delà du Pledge Share Financing, encore une fois, c'est un terme qui est quasiment méconnu, mais moi je l'ai un peu découvert. En gros, on emprunte. Et en contrepartie, on donne des actions en gage en contrepartie. Voilà, c'est ça le truc. Le seul problème, c'est que la bourse, elle a eu tendance, notamment chinoise, à baisser depuis ses points hauts. Depuis le début de l'année, encore à 20% de baisse. Et ça met en difficulté, pardon, on se tourne autour du pot, mais le principe, c'est que ça pourrait mettre en difficulté en Chine, d'abord en Chine, les emprunteurs, les créanciers, les courtiers, les banques qui ont prêté. Est-ce que tout ça, on va rentrer dans le détail, mais est-ce que tout ça est grave, docteur, notamment si les cours des actions en Chine devaient continuer de dégringoler? On cherche, pardon, peut-être les signaux faibles aussi. Vous connaissez le battement d'aile du papillon aussi, hein, Alors, il y a le battement d'aile du papillon, et puis il y a aussi l'idée que l'histoire bégaye, c'est-à-dire que, et en particulier ici, l'histoire financière. C'est vieux comme le monde de construire des schémas de financement qui peuvent présenter des failles profondes, ouais. Et le Pledge Share Financing est de cela. C'est-à-dire que le problème, c'est non seulement que vous utilisez une action comme un collatéral, une action, le problème, c'est que ça a une valeur volatile. Ouais. Donc demain, ça peut valoir beaucoup moins. Et quand on se retrouve dans un moment où les valeurs des actions baissent, ben, la qualité du collatéral baisse et on peut se demander quelles conséquences ça va avoir. Alors, soit sur ceux qui ont prêté, les banques, qui peuvent se retrouver avec un collatéral qui ne vaut plus rien, et donc qui se retrouvent exposés avec en retour une défiance vis-à-vis des banques, un crédit crunch, des banques qui arrêtent de prêter. Et puis qui doivent mettre en place des provisions, donc ça réduit leurs bénéfices, évidemment. Ça réduit leurs bénéfices, etc. Donc ça, c'est la fragilité bancaire qui serait induite par cela. Oui, un des grands principes en banque, c'est d'essayer de faire en sorte que les risques de l'économie ne soient pas dans le bilan des banques. Or là, précisément, quand vous emportez en collatéral des actions à une banque, vous mettez dans le bilan de la banque le risque de l'économie. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça peut pousser les banques aussi à demander des remboursements anticipés, de faire jouer des clauses dans les contrats, et à ce moment-là, de tarir, quand le cours baisse, de tarir la tout banque, de suite, le courtier demande à l'emprunteur de rembourser de façon anticipée. Ça dépend des clauses évidemment qui sont dans le contrat, c'est pas toujours possible, mais il peut mettre des limites sur d'autres lignes de crédit, voilà. Et ou qu'il y ait des appels de marge, tout simplement, ce qu'on appelle les appels de marge. Quand le cours de l'action baisse trop, l'emprunteur doit remettre au pot. Exactement, et donc là, renouveler son collatéral en quelque sorte, et ça peut avoir un impact direct et tout de suite sur la santé financière de l'entreprise qui a emprunté. Alors c'est intéressant, qui a emprunté, Xavier Timbaud? Attendez quand même, David. Ce sont les dirigeants, ce sont les entreprises qui ont emprunté. En Chine. Là, on est en Chine, encore une fois. Il y a une chose qui n'est pas tout à fait claire dans ce schéma, mais il est quand même très probable que ce soit des entreprises qui aient emprunté, des entreprises, des dirigeants, et surtout, là où il y a quelque chose de très problématique, c'est que le collatéral qu'ils amènent, ce n'est pas simplement des actions, c'est des actions de leur entreprise. Et ça crée un lien encore plus direct, parce que, vous voyez, une entreprise qui amène en collatéral des actions, elle expose la banque à un risque de baisse généralisée des actions. Mais quand vous apportez en collatéral vos actions, ça veut dire que pour la banque, il y a simultanément le risque de crédit et le risque de collatéral qui peuvent se manifester et s'additionner. Et donc, ça rend encore plus fragile la situation de la banque, et donc de certaines banques, et ça peut engendrer une paralysie du système bancaire, comme on a connu en 2008. C'était précisément par des risques mal maîtrisés dans le système bancaire. Le collatéral, là, pour le coup, c'était à l'époque les maisons aussi des Américains qui étaient en collatéral. C'était pas tout à fait les maisons. Enfin oui, il y avait les maisons. Et on pouvait emprunter d'ailleurs plus quand le prix de sa maison augmentait. Voilà, et quand le prix des maisons... principe d'ailleurs. C'est un peu le même principe, avec peut-être un lien encore plus direct et plus immédiat. Une différence entre le prix des maisons et le prix des actions. C'est que ça ne varie pas tous les jours le prix d'une maison. Exactement. Ouais. Et le prix des actions, c'est amplifié par des cotations qui se font maintenant à la nanoseconde, donc à des rythmes extrêmement rapides.
Et donc on peut vraiment avoir des emballements. Et alors si en plus face à un emballement on dit ah ben on va suspendre les cotations parce qu'on ne sait pas où on en est, vous imaginez la nuit qui est passée ensuite par les actionnaires de la banque, les actionnaires de l'entreprise. Alors, donc bon, c'est la Chine, hein, donc c'est un continent mystérieux avec certaines de ses règles propres. Certains disent une hybridation entre le capitalisme et d'autres formes de gouvernement, un gouvernement autoritaire qui reste quand même très centralisé par... Il faut quel rapport avec la choucroute hein? Eh ben, parce que dans l'histoire du capitalisme, ce genre de mécanisme, ça a conduit à des catastrophes. Alors attention, il ne faut pas en faire une conclusion qui est que chaque fois qu'il y a un mécanisme comme ça aboutit à catastrophe. Ça aboutit à une catastrophe. Que je comprenne bien, qui est le plus en difficulté, après on va voir quels sont un peu les montants en jeu, qui est le plus en difficulté, encore une fois, quand les actions apportées en garantie vont baisser? Encore une fois, c'est l'emprunteur qui doit payer pour le coup les appels de marge, qui doit remettre au pot, éventuellement se retrouver pourquoi pas en défaut de paiement, ou celui qui a prêté, donc le courtier, la banque, qui se retrouve pour le coup, on l'a vu, avec des pertes sur ses crédits, hein, les deux en général. Alors, on ne sait jamais qui tient l'autre. La réponse, comment dire, la réponse académique. La réponse académique, c'est pour savoir exactement qui tient l'autre, il faut savoir qui est le détenteur final du risque. Et donc pour ça, il faut regarder le contrat, le contexte juridique et légal dans lequel ce contrat est établi, les différentes procédures qui peuvent s'appliquer en cas d'urgence, et ça va nous déterminer qui est le porteur du risque final. Bon, mais ça c'est un peu, disons, de la théorie, parce qu'en pratique, ce qu'on sait, c'est que quand une banque est très exposée comme ça sur son bilan, eh ben, en fait, ça peut être en premier lieu l'entreprise, par exemple, qui porte le risque, mais ensuite ça retombe sur la banque, parce qu'une fois que l'entreprise a fait défaut, c'est dans le bilan de la banque. Et donc à la fin, on peut vraiment dire que ça peut être les deux, et que c'est rarement... Enfin, vous voyez, dans le capitalisme, il y a toujours un jeu de bluff pour essayer de passer le risque à quelqu'un d'autre. Le mistigris. Ce dont on s'aperçoit dans les crises financières, c'est qu'il y a des effets systémiques qui font que ces petits jeux de bonne taux ne créent pas de la valeur à la fin, et en fait ne font que produire des risques qui finissent par revenir avec des effets boomerang qui sont assez spectaculaires. Alors, on n'est pas là, encore une fois, pour virer dans la sinistrose, être sombré dans le catastrophisme. Mais c'est important. Encore une fois, on en parle dans les médias étrangers. Il y a eu une dépêche Reuters qui est tombée il y a cela quelques jours. C'est ça qui m'a donné l'idée, encore une fois, d'en parler ici sur Boursorama, en titrant quand même cette bombe à retardement des pledge share financing. Qu'on regarde les montants en jeu. On a expliqué maintenant déjà les mécanismes, les montants en jeu. Reuters parle de 650 milliards de dollars d'actions chinoises données en garantie pour contracter des prêts, 10% de la capitalisation boursière chinoise. On dit tout ça est marginal et puis on imagine que la majorité écrasante des prêts sont des prêts normaux qui ne sont pas gagés sur actions. Donc on réenfouit, on referme le sujet ou quand même... Alors, là, on va faire l'économiste à deux bras, hein, c'est-à-dire il y a les effets négatifs d'un côté et puis les effets négatifs, les effets positifs ou moins négatifs de l'autre, donc les raisons de se rassurer. Pourquoi avoir des raisons de se rassurer? La première chose qu'il faut dire, c'est la presse financière, les analystes financiers vivent encore avec le souvenir de la crise de 2008 où ils n'avaient pas vu grand-chose venir. Et donc aujourd'hui, ils annoncent, ils crient au loup dès qu'ils voient une touffe de poils passer au coin du bois. Voilà. C'est une petite touffe de poils, ça? Et c'est une touffe de poils. Hein. Enfin, on n'est pas sûr que ce soit un loup. Ça pourrait très bien être une touffe de poils. D'accord, qui n'est pas un loup. Qui n'est pas un loup. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, si jamais les actions chinoises continuaient de baisser et qu'il fallait encore une fois... C'est pour ça que c'est bien de crier au loup, parce que si jamais, par hasard, ça conduisait à une crise majeure en Chine, voire globale, celui qui a fait l'article en question pourrait dire, regardez, je l'avais dit, je l'avais annoncé quelques jours, quelques semaines, quelques mois avant. Peut-être que je n'avais pas tout à fait exact dans tous les mécanismes que j'avais pointés ou dans les montants en jeu. Donc ça ne vous empêche pas de dormir, j'ai compris. Voilà, alors ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand même cette dimension qui est très difficile à prendre en compte, qui est le fait que le modèle chinois est un capitalisme hybride. Donc on n'est pas du tout dans le modèle libéral, régi par le droit, dans lequel le pouvoir exécutif a des pouvoirs qui sont balancés par d'autres branches, dans lequel le contrat est plus important que l'autorité de l'État. Ça, c'est le modèle occidental. En Chine, on n'est pas dans ce modèle-là. En Chine, on est dans un modèle où l'autorité de l'État domine l'ensemble de tout cela. D'ailleurs, les autorités de Pékin qui demandent aux banques et aux courtiers de ne pas vendre les actions qui sont en collatéral. Exactement. Donc, on n'a pas résolu le problème. Là, on met la poussière sur le tapis. C'est là que je vous dis qu'il y a quand même un sujet. Oui, on met la poussière sur le tapis, où on faisait ce que faisait le baron de Munchausen, c'est-à-dire qu'on se sort du marécage en tirant sur son lacet, on fait du bootstrap,
littéralement, c'est-à-dire qu'on se tire par son lacet pour se sortir de la situation dans laquelle on est. Alors ça paraît impossible que cela fonctionne, mais le baron de Münchhausen arrivait à le faire fonctionner. Et peut-être que le gouvernement chinois est un peu comme le baron de Münchhausen. Donc en gros, tant que les indices boursiers, merci pour la comparaison, tant que les indices boursiers chinois finalement se stabilisent, j'ai envie de dire tout va bien, avec quand même ce risque peut-être, encore une fois on va loin, mais de spirale infernale, et peut-être ce risque que ça dégénère en risque financier systémique. Il ne faut pas mettre une probabilité zéro là-dessus. On ne peut pas mettre une probabilité zéro. Loin de là, loin de là. Et encore une fois, l'histoire bégaye, et on a vu maintes fois ce genre de schéma se développer dans l'histoire, et maintes fois, pas systématiquement, mais maintes fois, il s'est transformé en une crise, parfois des crises majeures et massives, et donc on peut pas écarter. Donc à surveiller. Plus qu'à surveiller. Ça doit empêcher quelques personnes de dormir. Mais pas vous. Mais pas toutes. Allez, merci pour ces explications. Tout ça est signé Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David.